Alors bonjour mes bien-aimés, bonjour chers compatriotes. Alors ce matin, un matin de sabbat, comme d'habitude, je voulais encore avoir une causerie avec vous. Alors la problématique aujourd'hui, c'est les critères sélectifs du manager. Mais pourquoi nous allons parler du manager? C'est pour toujours miroiter la situation du Congo-Brazzaville, où il y a l'absence de manager, et où il n'y a pas de chef d'État, ou juste un chef de musique, M. Sassou Nguesso, qui nous a habitués à aller nous aller Bambongo à l'État. Alors nous allons venir vous présenter donc quels seraient les critères sélectifs que doit avoir un manager. Mais nous allons commencer par l'ownership. L'ownership, c'est de l'anglais. Ma prononciation ne pourrait pas être compatible, excusez mon accent là. L'ownership, donc, honor, c'est soi. Donc, c'est la capacité que l'on a soi-même de se prendre en charge. Donc, d'être capable de s'administrer, c'est une sorte d'autodiscipline, le ownership. Alors, quand on sort du ownership, on rentre dans le membership. Là, quand tu rentres dans une communauté, dans un collectif, dans une corporation quelconque, quelle est l'attitude que tu dois adopter pour intégrer l'équipe, les valeurs de l'équipe? Nous allons parler également de la membriété. La membriété, justement, c'est cette volonté intrinsèque de se sentir membre d'une corporation. Et alors, le leadership, on en parle tous, nous en savons quelque chose. Pour faire court, le leadership va chercher l'homme qui a brillé par des qualités, la capacité de conduire les autres. Et ça se joue à l'intérieur d'une équipe, ce qui fait appel à l'esprit d'équipe. Donc que ce soit le ownership, que ce soit le membership, que ce soit la membriété, que ce soit le leadership, il faut que ces valeurs soient intégrées dans un esprit d'équipe. Donc cette capacité de collégialité, de coopération, cette capacité de fondre dans les autres, cette capacité de mutualisation des énergies individuelles pour en faire des énergies collectives, des énergies potentielles. Mais tout ça, ça s'inscrit à l'intérieur de l'éthique de l'exemplarité. C'est l'une des éthiques les plus importantes. Je dis bien l'une des éthiques parce que le champ de l'éthique est tellement vaste. Mais nous allons rester aujourd'hui sur l'éthique de l'exemplarité. L'éthique de l'exemplarité aussi également à ce niveau fait appel à des critères tels que l'empathie, la loyauté, la probité morale, la compassion, la sollicitude. Ça également, ça rentre dans un champ d'éthique. La compassion également rentre dans un champ d'équipe, d'éthique. Mais lorsque vous rassemblez ces valeurs rentrent donc dans un code de vertu. Alors la vertu, vous pouvez aller chercher tous les éléments, tous les concepts qui rentrent dans le corps ou le code de la vertu. Mais pour être capable d'ownership, de membership, de membriété, de leadership, d'esprit d'équipe, ça fait appel à l'éthique spirituelle. Parce que l'éthique spirituelle, elle va chercher l'approche de l'humilité. Nous savons qu'est-ce que ça veut dire être humble, la capacité de se rabaisser soi-même. Qui que l'on soit, on n'a pas besoin de briller ni par l'arrogance, ni par la condescendance. Mais on doit plutôt s'humilier, descendre au niveau des autres pour transmettre un message qui soit compris. Il y a le problème de la vallée, il y a le problème du sommet de la montagne, il y a le problème de la pente savonneuse quand on quitte le sommet de la montagne pour la vallée. Tout ceci, lorsqu'on le fait dans l'humilité, on se retrouve toujours à l'aise, que l'on soit dans la vallée ou au sommet de la montagne, comme disait l'apôtre Paul. Il se plaît dans la misère, il se plaît également dans la richesse.
Donc, qu'importe là où vous le placez, mais il va jouer son rôle. Alors, la longanimité, j'en parle souvent rapidement dans mes vidéos, mais en fait, la longanimité, c'est une grande vertu. Ça rentre dans le code d'une valeur exponentielle qui suppose que nous nous retrouvons souvent devant des situations pénibles. Nous nous retrouvons souvent devant des situations lesquelles nous avons à regretter quelque chose à cause d'une offense, d'une trahison. Mais dans cette posture, vous rentrez donc dans la capacité d'accepter ce qui vous arrive et vous transcendez cette douleur pour en faire une qualité. Question de garder l'équilibre. Quand il s'agit d'une famille ou d'une équipe, c'est vrai que ça ne peut pas toujours être automatique. C'est pour cela que lorsque nous terminerons les éléments de l'éthique spirituelle, nous allons rentrer dans le quotient intellectuel et le quotient émotionnel. Alors, restons d'abord dans l'éthique spirituelle. Lorsque nous terminons avec la longanimité, mais nous pouvons aller chercher l'amour du prochain. Lorsque l'on aime l'autre ou l'on considère l'autre comme soi-même, finalement, ses faiblesses deviennent vos faiblesses et vos qualités deviennent vos qualités. Il n'y a plus un problème de confrontation, mais plutôt de mutualisation. Alors, l'esprit de partage, cela nous a été très handicapant au niveau du Congo-Brazzaville. Il a manqué l'esprit de partage, il a manqué l'esprit de redistribution, que ce soit de la richesse nationale ou de la richesse individuelle. On a brillé plutôt par un esprit clanique, un esprit sectaire. Nous n'avons pas besoin de faire un grand commentaire là-dessus. Les Congolais en souffrent jusqu'aujourd'hui. 99% de la 99,99% de la population congolaise trime dans la misère, tandis que 0,01%, ce petit centième, vit dans l'opulence et dans l'insolence. Alors, on peut aller regarder, alors ça, c'est pas négociable. C'est l'interdiction formelle de la violation du droit d'ôter la vie, d'attenter à la vie d'autrui. Ça doit être inscrit dans notre prochaine constitution. Il ne faut jamais, jamais aller ôter la vie de qui que ce soit, pour quoi que ce soit. Nous devrions rebâtir les valeurs du Mongi, les valeurs de l'arbre à palabre. Nous avions cette capacité de nous asseoir et de régler nos problèmes toujours de manière intelligente. Mais alors c'était médiéval, j'ai toujours respecté cette vertu médiévale, cette intelligence médiévale que possédaient nos anciens pour régler leurs problèmes toujours de manière naturelle. Parce que nous savons bien que tout ne peut pas être que rose. Parfois c'est rouge, mais il faut savoir justement jouer là-dedans. C'est là où nous aurons besoin du quotient émotionnel. Mais qu'est-ce que le quotient émotionnel? Alors celui-là, à mon avis, autant le quotient intellectuel est important, mais lorsque tu as développé ton quotient émotionnel, tu es capable donc de manager dans ton quotient intellectuel en intégrant les valeurs de l'éthique de l'exemplarité et les valeurs de l'éthique spirituelle. Je m'explique. Le quotient émotionnel consiste à se contrôler ses émotions. Donc la capacité d'être par exemple offensé, mais devant l'offense, de tempérer, de cogiter avec soi-même. Et lorsqu'on s'est convaincu que la meilleure manière, c'est de se contrôler émotionnellement afin de ne pas entrer en faute avec l'autre, nos parents nous avaient dit, et ça c'est ma grand-mère qui me l'avait rappelé, elle m'avait dit, comme l'anecdote, l'adage, elle me dira qu'un jour, elle était partie au bord de l'eau pour prendre son bain, et elle a constaté qu'il y avait un homme à l'intérieur de ce bain, mais il y a le côté où les femmes se lavent. Donc elle a été plutôt polie, elle s'est inclinée pour que cet homme ne constate pas qu'il y a une femme qui est en train d'observer un homme qui se lavait. Elle s'est mise donc dans un petit coin en attendant que cet homme ne sorte, parce que finalement les hommes se lavent quelque part dans une côte à gauche et les femmes se lavent dans une autre côte à droite, mais elles ne peuvent pas se voir. Souvent elles sont, les deux populations féminines et masculines sont séparées par des grands rochers. Alors ils se sont partagés de manière équitable, parce que nos anciens connaissaient les principes de l'équité. Les femmes se lavaient d'un côté et les hommes de l'autre. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que cet homme était en train de se laver, mais un autre homme va arriver, ce qui est naturel, les hommes entre eux peuvent se laver ensemble, mais l'homme qui est arrivé a eu un geste
anormal. Parce qu'il était déjà nu, il arrivait avec quelques frocs, mais il était nu. Alors il est arrivé au bord de l'eau, il s'est déshabillé comme un homme qui voulait se laver normalement. Vous ne pourrez pas lui conférer le statut de fou, sauf que dans le village, c'est tellement petit que tout le monde connaît tout le monde. Alors ce fou, il va arriver donc au bord de l'eau et le premier geste qu'il va avoir, c'est de récupérer les habits de la personne anti-bif normale qui était en train de prendre son bain. Alors le monsieur qui était en train de prendre son bain va constater que finalement c'est le fou du quartier, c'est le fou du village qui a récupéré mes vêtements. Mais finalement moi je dois le rattraper, je dois récupérer mes vêtements. Mauvaise gestion du quotient émotionnel. Vous allez comprendre pourquoi. Alors il est sorti de l'eau, il s'est mis à pourchasser le fou, qui avait les habits de l'homme supposé normal dans ses mains. Et puis voilà deux personnes nues qui ont traversé le regard de ma grand-mère, qui, mon Dieu, ne s'est pas empêché d'observer le spectacle, mais sans trop s'attarder, parce qu'elle sait à peu près qu'est-ce qui se passait par expérience. Alors ces deux, ils ne se sont pas privés de traverser le village, l'un poursuivant l'autre. La morale de l'affaire, c'est que pour un étranger qui arrive là et constate deux personnes qui complètement ils sont en train de l'un pourchassant l'autre dans le village, le fou, il dit, le fou est en train de me poursuivre, et le propriétaire des habits dit, ah, au fou qui a volé mes habits. Mais pour l'étranger, il ne pourrait pas distinguer quel est le fou exactement entre l'un et l'autre. Pourtant, la morale de l'histoire, c'est que celui lequel on avait volé les vêtements, c'est pénible, mais il aurait pu rester dans l'eau, laisser partir le fou avec ses vêtements. Et finalement, s'il n'y a personne, mais nous avons des grosses feuilles dans nos forêts. Nous avons les feuilles du bananier, par exemple. Il aurait pu donc se faire une culotte esthétique pour protéger, n'est-ce pas, ce que Adam et Ève ont protégé mécaniquement un jour, et puis tenter de se rapprocher des premières maisons du village, expliquer son problème et trouver un pagne pour rentrer à la maison. Vous voyez là, je vous donne là un exemple du quotient émotionnel. Pourtant, ça pouvait être un universitaire, un master, un docteur. Mais s'il ne contrôle pas son quotient émotionnel et qu'il agit par rapport à l'événementiel, ben, il serait tenté donc de pourchasser le fou. Donc on ne pourrait pas distinguer le fou entre les deux. Donc le quotient intellectuel, nous le savons, ça se mesure, celui-là. Et ça se mesure aux épreuves. Et également, les épreuves sont un concept universitaire. Il s'agit d'aller donc rechercher dans la cognition ou dans la psychologie de quelqu'un ses capacités à interagir au plan académique, au plan intellectuel. Voilà. Par intellectuel, j'attends l'instruction, l'éducation. Alors, je pense que nous avons fait le point avec le QI et le QE. Nous pouvons donc aller fantasmer un peu. C'est la fin de ma vidéo, je vais vous faire rire un peu. Je vais vous faire rire malgré qu'il y a la souffrance quelque part au Congo-Brazzaville. Mais mes frères du Congo, ne m'empêchez pas de vous faire rire, car résister de manière spirituelle et intérieure, c'est par l'humour que nous pouvons le faire. Et je vais fantasmer avec vous. Si seulement on m'accordait ce matin la responsabilité extra-normale de nommer les personnes qui pourraient gérer la transition au Congo-Brazzaville, je ne réfléchirais pas, mon choix serait clair. Le président de la République, donc le chef de l'État de la transition, serait Jean-Marie et Michel Moukoko, et il engloberait le ministère de la Défense. Donc il serait chef de l'État, ministre de la Défense. C'est pour gérer cette période de transition que vous saviez est très dangereuse du fait de la valeur prédictive. Vous voyez bien ce que ça soit en train de faire sur le terrain. Vous voyez bien combien de fois ça a gangréné tous les systèmes qui concourent au fonctionnement de l'État. Il nous faut donc quelqu'un qui a une carrure saint-cyrienne, donc un général qui a fait ses preuves,
qui pourrait conduire donc cette période de transition. D'ailleurs, je me souviens, Jean-Marie Michel Moukoko l'avait dit très bien, si les Congolais lui font confiance, bon, il prendrait donc une transition de 5 ans. Et il remettrait les choses à plat. Lorsqu'il aurait aplani et apaisé, rassuré, ben, il se retirerait. Est-ce que ce n'est pas une approche très noble? Alors moi je le nommerai chef de l'État, ministre de la Défense. Maintenant, qui pourrait être le premier ministre de cette période de la transition? Mais moi je nommerai M. Zachary Boao. Il a prouvé un management exceptionnel. Vous pouvez donc aller chercher les critères sélectifs du manager que j'ai cités plus haut. Boao, il répond, il a le charisme pour gérer tous ces profils. Bien sûr, il ne pourra pas les gérer avec une totale performance, mais il se retrouverait correctement dans la plupart des éléments que nous avons cités plus haut. Alors, je nommerai donc 3 autres ministres d'État. 3 seulement. Selon le principe 3D. Qu'est-ce que ça veut dire le principe 3D? Mais c'est le ministère de la Défense, de la Défense qui est déjà exclu, excusez-moi. Moukoko l'a déjà pris. Alors là, on nommerait un délégué à la Défense. On va regarder dans l'armée quelqu'un qui a un profil respectable. Il serait donc un ministre délégué à la Défense, pour alléger la tâche du chef de l'État, parce que la période de transition sera tellement difficile à gérer à cause de tellement de pathologies que Sassou Nguesso nous a léguées. Alors après la Défense, bien sûr le ministre délégué, nous allons regarder le ministre chargé du développement, donc l'économie et les finances. Moi j'irai chercher Parfait Kolela. Il a un bon profil, c'est un jeune, il faut lui faire confiance et regarder comment il va pouvoir se débrouiller pendant la période de transition. Enfin, j'irai chercher un 3e ministre, mais celui-là sera titulaire comme le ministre de l'économie et des finances. C'est celui qui sera chargé de la diplomatie, donc le ministre des Affaires étrangères. Qui je nommerai là? Je n'ai pas eu qui que ce soit. Si Bakunda Mpele était capable de gérer cette fonction parce que c'est un constitutionnaliste, est-ce que c'est compatible? Mais oui, parce que c'est un homme très intelligent, je pense qu'il pourrait gérer cette fonction. Alors là, on irait chercher quelqu'un de la diaspora. Oui, lui, il jouerait ce rôle parce qu'il a le profil et l'intelligence nécessaires pour jouer ce rôle. Bakunda Mpele. Alors, je nommerai 3 autres ministres. 3 autres ministres avec beaucoup d'humilité. J'irai chercher au commissaire Lissa, c'est un garçon très brave, très courageux. Je lui nommerai ministre des Affaires, non, ministre de l'Intérieur. Pardonnez-moi. Je lui nommerai ministre de l'Intérieur. Alors, quel est le poste qu'on pourrait donner à cette brave femme? Parce qu'il faut une femme, cette maman qui a lutté avec un courage ô combien respectable. On lui donnerait quoi? Le ministère de la Culture. Parce que la culture est complètement chamboulée. La culture est complètement en dessin. Aujourd'hui, lorsque vous parlez du respect, ici au Canada, on vous regarde comme un idiot, comme un fou. Mais de quoi parle-t-il, lui? Aujourd'hui, quand vous parlez de la discipline, mais on se dit, mais d'où sort-il celui-là? Mais nous avons éduqué dans ces valeurs. Nous avons été éduqués dans l'applicabilité non négociable de ces valeurs. Les valeurs du respect. Les valeurs, mais le respect réciproque, bien sûr. Le grand frère respecte le petit frère et le petit frère respecte le grand frère. Là, le père respecte son fils et le fils respecte son père. Mais bien sûr que ce respect-là était vu à des degrés de déférence quelque peu étagé, parce qu'il y a la relation père-enfant, il y a la relation aîné et cadet. Ça, ce n'est pas négociable. Mais au Canada, on te prend pour un petit con. Mais pas tout le monde. Il y a des gens qui ont encore gardé ces valeurs. Mais dans la jeunesse, c'est très difficile de trouver des personnes qui se retrouvent encore dans ces valeurs. Mais voilà, chers bien-aimés, je pense que j'ai fait le point de ma vidéo. Alors, lorsqu'on a eu une équipe pareille, je suis sûr que le Congo va repartir sur de nouvelles bases. Nous allons assainir la morale qui est complètement enfoncée dans la boue.
Nous allons assainir, n'est-ce pas, la probité. Nous allons assainir l'éthique, l'empathie. Donner aux Congolais la volonté de s'aimer encore. Ceux qui doutaient, ceux du Sud qu'on massacre en permanence, mais il faut les rassurer. Et Jean-Marie Mokoko sera là pour rassurer, pour apaiser. Et je suis sûr que le Premier ministre que moi je nommerai, M. Zakari Boao, mais avec l'intelligence, il a prouvé par son charisme, dans la manière dont il a géré cette période de crise, oh combien difficile, oh combien pénible, ça va rentrer dans l'histoire du Congo-Brazzaville comme étant la valeur la plus décrépitude que le Congo ait vécu dans son histoire, la période que Sassou Nguesso aura géré le Congo-Brazzaville. Vivement que ce monsieur parte et qu'on ne parle plus jamais de lui et tout son système, bien sûr, qu'on ne parle plus jamais d'eux et qu'un nouveau système arrive pour rassurer nos frères du Sud, pour apaiser nos frères du Poul et que ce qui s'est passé ne se répète plus jamais, alors plus jamais, mais parce qu'il y a d'autres Sassou que Sassou a formés, même si ce n'est pas dans sa famille. Nous avons, ils sont nombreux, je ne les citerai pas, mais dans l'armée également, il a pourvu un certain nombre de valeurs. J'espère bien et je crois fermement que le général Mokoko et le Premier ministre Boao, c'est comme ça que je les prévois, si seulement, bien sûr, j'étais chef de l'État extra-normal. Voilà ce que je proposerais pour la transition. Chers bien-aimés, je vous ai encore ennuyé, mais j'ai fait mon devoir, celui de venir causer avec vous. Que peut-on faire lorsqu'on est en exil si on ne peut pas interagir avec les autres? Mais on tombe dans le piège de la sociopathie et je ne voulais pas me retrouver dans cette extrémité. C'est pour ça que je remercie la Convention de la diaspora congolaise du Canada, ces frères qui ont pensé que nous pouvions nous transformer en diplomates, ces frères qui ont pensé que nous pouvons en tant qu'universitaires nous transformer en hommes d'État pour aller aider, pour participer à la restauration de la démocratie que Sassou Nguesso et ce système ont crapuleusement enfoncé dans la boue, enterré et emmuré dans une sorte de cruauté innommable. Voilà, j'ai terminé ma vidéo. Chers bien-aimés, je vous remercie pour votre fidélité. À plus tard.